Messieurs, dames, bonsoir. Merci à vous, comme chaque jeudi, d'être fidèles à votre émission Santé 10. Ce soir, une thématique avec, bien entendu, des professionnels de santé pour répondre à certaines de vos interrogations. Nous parlons ce soir de la santé mentale. Et nous en parlons avec un très beau plateau. Tout de suite, place aux invités. La santé mentale, nous en parlons ce soir dans votre émission Santé 10 et nous en parlons avec Madame Deruel Safi, c'est bien comme ça qu'on dit? C'est bien ça. Vous êtes infirmière, oui, et vous faites partie de cette belle équipe qu'on va présenter tout de suite. À côté de vous, Monsieur Stéphane Hélène, Absolument. qui est psychologue. Absolument, psychologue clinicien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On dit bonsoir à Madame Marinette Montou. bonsoir. Vous êtes cadre de santé. Tout à fait. Et juste à côté de vous, on a un éducateur spécialisé à la personne de Monsieur Bastien Delague, à qui on dit bonsoir et merci. Bonsoir, merci pour l'invitation. La santé mentale, on en parle ce soir. Et vous formez une équipe Emado GT. Alors, moi je dis, on va rentrer comme ça dans le vif du sujet déjà, puisque moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est que cette équipe Emado GT. Et bien entendu, la parole à qui le veut pour répondre à cette question. D'accord. Écoutez, je veux bien répondre. Je vais ouvrir le débat. Alors, l'Emado, qu'est-ce que c'est? Emado GT, c'est l'équipe mobile des adolescents de Grande Terre. Ok, on va bientôt fêter notre anniversaire, absolument. On aura 3 ans bientôt, en février 2024. Donc l'équipe mobile des adolescents de Grande Terre, c'est une équipe composée d'infirmiers, d'éducateurs, d'un éducateur, d'un psychologue, d'un médecin, d'un cadre, d'une secrétaire, au service de quoi? Des adolescents. Des adolescents qui vont mal. Alors, bien sûr, il y a d'autres structures qui s'occupent aussi d'adolescents, mais là où on a un dispositif innovant et quelque chose d'unique en Guadeloupe, c'est qu'on se déplace. On se déplace et on est toujours en contact avec les adolescents. Soit en contact, on a une voiture, on va chez l'adolescent qui va mal, qui se sent mal, d'accord, mais ils peuvent aussi nous joindre et nous rejoindre, puisqu'on a aussi une villa où on peut recevoir les parents, on peut recevoir l'ado, mais aussi on est en contact avec lui par le téléphone. Vous voyez, et en fait, on est né dans une époque qui n'était pas favorable aux interactions sociales. Je vais parler du confinement. Et ça a été l'occasion d'être en contact avec les adolescents et de développer justement tout ce qui est numérique, tout ce qui est du téléphone, WhatsApp, etc., pour être en contact avec eux. Ce sont des adolescents qui vont parfois mal, qui ont des conduites parfois ordaliques, comme on dit, que ça veut dire des conduites à risque. Ce sont des adolescents parfois qui sont stressés. Dernièrement aussi, on a eu une étude, par exemple, sur le suicide. On s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'adolescents stressés, pas mal d'adolescents qui ont un mal-être. Et donc, et qui n'osent pas en parler. Oui, parfois. Mais oui, et on va comprendre pourquoi ils n'en osent pas. D'où l'intérêt de cette équipe. Absolument. Et quand ils s'en parlent, on est là justement pour les aider. On est là pour aller vers eux. Hein, on est là pour se déplacer. Parfois, un adolescent, vous savez, c'est dans la non-demande. Hein. Je ne demande rien à personne. Je suis capable d'être indépendant, autonome. Écoutez, je suis grand, je sais ce que je fais, etc. Mais nous, on a une approche peut-être différente par rapport à cette non-demande qui en filigrane une demande. Mais bon, on aura l'occasion de voir ça. On en parle au cours de l'émission. Absolument. Et bien justement, une équipe Emado GT où chacun a un rôle particulier. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour et demander à chacun dans cette équipe quel est son rôle pour que le plus grand nombre puisse comprendre ce que vous faites et pourquoi cette équipe importante. Je vais commencer avec Madame Montou, cadre de santé. Quel est le rôle du cadre de santé dans cette équipe Emado GT? Voilà. Alors, le cadre de santé
Donc, c'est le manager, en fait, qui manage l'équipe. Donc, je m'occupe de tout ce qui est organisation, tout ce qui est coordination. Je mets tout en œuvre pour qu'il y ait une bonne prise en charge des patients, donc des usagers, parce que ce sont des jeunes adolescents que nous suivons, donc des usagers. Je fais en sorte aussi que l'équipe soit bien dans leur rôle et leur mission et qu'ils aient un cadre agréable pour exercer les missions de santé publique, à savoir s'occuper des jeunes adolescents en difficulté. Madame de Ruel, vous êtes infirmière, comme Madame Gladys Hachi, que je salue. Le rôle de l'infirmière, à quel moment déjà l'infirmière rentre en action dans cette affaire-là? Et quel est le rôle de l'infirmière dans cette équipe EMADO-GT? L'infirmière, en fait, elle rentre en action dès la première demande de la famille ou des partenaires ou de différents libéraux, ça peut être des médecins ou d'autres professionnels de la santé. Et elle est en charge de ce qu'on appelle l'entretien infirmier d'accueil et d'orientation. Suite à cet entretien, donc là, elle accueille l'enfant avec le ou les parents, recueille un maximum d'informations qui vont servir en fait à créer, si vous voulez, à mettre en place la demande. Et derrière, il y aura une rencontre en équipe où on pourra parler de la problématique de l'enfant et savoir ce qu'on peut faire pour venir en aide rapidement et l'accompagner au mieux. Et l'accompagner au mieux, tout à fait. Et puis, on va tout à l'heure parler du psychologue, mais on a dans cette équipe l'éducateur spécialisé. Ce soir, on a la chance et le privilège d'avoir avec nous M. Delague, Bastien. Et là, le rôle de l'éducateur spécialisé est primordial. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que mon rôle à l'EMADO, il ne faut pas oublier que l'EMADO, c'est d'abord un établissement de soins. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est relatif aux soins, les infirmiers, le médecin psychiatre, le psychologue, mais il faut savoir aussi que l'adolescence est une période assez particulière dans le développement de l'humain. Et au-delà de leurs problématiques liées à leur santé, ils ont aussi des problématiques un peu plus sociales et éducatives. Et c'est à ce moment-là que j'interviens. Et il ne faut pas aussi oublier que chaque être humain est un système. Donc, dans le système de l'adolescent, les parents, l'entourage, la famille font partie de ce système-là, peuvent avoir des influences sur ces problématiques. Et du coup, mon rôle est de travailler sur tout ce qu'il y a autour de l'adolescent, mais qui n'est pas directement relatif aux soins. D'accord. Et ça me permet de faire la transition avec le rôle du psychologue. Alors souvent on dit qu'un psychologue n'est pas un médecin, c'est un diplômé universitaire, mais qui prescrit quand même les médicaments. Mais surtout, c'est la personne qui peut soigner par la parole et l'écoute. Et ça, c'est hyper important. Alors, c'est ce que nous disait une personne qui nous a laissé un petit mot sur les réseaux. Nous avons posté le visuel très tard aujourd'hui et on a une personne qui a posté un petit mot en disant que souvent on minimise le rôle du psychologue ou alors on a du mal à se dire on va voir un psychologue alors que c'est vraiment la personne qui écoute et qui donne le temps à l'autre de s'exprimer avec ses mots, avec ses douleurs et de dire les choses. Et le psychologue accompagne. Alors vous allez un petit peu nous éclairer sur tout cela et puis surtout nous dire comment ça fonctionne dans cette équipe EMADO-GT avec le psychologue et le médecin psychiatre. Mais vous avez très très bien décrit la chose, je veux dire. C'est vrai que la parole, je veux dire, c'est comme un pharmacone. Qu'est-ce que ça veut dire en grec? Ça veut dire que c'est un médicament. Et c'est un médicament qui peut aussi bien tuer. Une parole peut tuer. Je ne plaisante pas, une parole peut blesser. Oui, au point 2. Ouais. Absolument. Et une parole aussi peut soigner. Le réconfort, l'écoute, la communication, ô combien c'est important. Mais c'est sûr que, alors, bien sûr, le psychologue...
parle, écoute, réconforte, mais aussi, on est une équipe aussi. Le médical est très, très important. Le médecin a le droit de prescrire, alors que le psychologue non. Peut-être les médicaments aussi sont importants quand ils peuvent aider. Ils peuvent aider à reconstruire, Parfois, ça se complète. Ça se complète. Voilà, ça et se c'est pour ça complète que c'est une équipe, parfois. absolument. Et je veux dire, il n'y a pas vraiment de ligne de démarcation entre ce médical, ce domaine médical, et ce domaine du psychologue qui est beaucoup plus, qui relève beaucoup plus des sciences humaines, quoi. Mais on a un aspect aussi scientifique, hein. Bon, parce qu'on fait des stades dans notre formation, il y a quand même une dimension scientifique, une psychologie expérimentale, c'est sûr. Mais quand même, on se complète. Alors, je vais rebondir quand même sur ce qu'a dit M. Delague, mon collègue éducateur. Il a tout à fait raison. Tout à fait de raison de prononcer justement ce mot de système. La famille, c'est un système. Et on reçoit bien sûr des adolescents, on va vers les adolescents, mais c'est sûr qu'il faut prendre en compte aussi les parents. Pourquoi quand l'ado va mal, je crois, quand il y a un mal-être, c'est simplement, à mon avis, le signe ou le symptôme de quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur de la famille, quoi. Et donc, prendre en charge à la fois les parents, la mère, le père, et parfois, voilà, tout va, quand il y a une séparation, quand les parents se disputent, etc., il est difficile aussi voilà, de trouver un terrain d'entente. Et ben nous, on voit les parents surtout, on travaille justement avec les parents, et bien sûr avec l'adolescent, pour essayer d'apaiser les crises, pour essayer d'apaiser le mal-être voilà, de l'adolescent qui va mal parce qu'il se trouve dans un champ parfois qui est dysfonctionnel. Alors, tout à l'heure, hein, on va ensemble parler de comment cela se passe. Si un adolescent a besoin de vous, un parent regarde ce soir l'émission et se dit mon fils, il va mal, ou ma fille va mal. Je sens qu'elle va mal et je pense que je dois me diriger vers cette équipe. Vous allez nous dire, si c'est possible, comment ça se passe, quelle démarche ce parent-là doit faire, et vice-versa. Un jeune qui tombe sur l'émission, qui regarde cette émission et qui se dit, j'ai la possibilité de parler à des gens qui peuvent m'entendre et me comprendre. Est-ce que je peux aller vers ces gens-là de moi-même? Est-ce que j'ai le droit? Comment je dois faire? Est-ce qu'ils vont s'occuper de moi? Est-ce que si je leur confie quelque chose, ils sont forcément obligés de partager avec mes parents? Alors, oui, mais peut-être sans dire ce qui a été dit. Vous allez nous dire, parce qu'il y a aussi une manière de traiter, de gérer cela. Mais juste avant de rentrer dans cette partie-là, je voudrais vous demander, est-ce que vous travaillez avec les scolaires? Est-ce que vous travaillez avec les établissements scolaires? Tout à fait. Tout à fait. Nous travaillons avec les établissements scolaires puisque ce sont nos partenaires privilégiés. Donc, effectivement, nous recevons des jeunes. Ils peuvent venir seuls, ils peuvent venir accompagnés. Et à ce moment-là, comme vous dites si bien, peut-être qu'il n'a pas envie que ses parents le sachent, mais c'est à nous, en qualité de professionnels de santé, de l'emmener, parce qu'il est mineur, à pouvoir discuter avec ses parents. Alors, comment ça se passe exactement? C'est intéressant parce que les patients sont reçus par le secrétariat, ensuite par des infirmiers. Donc moi, je vais laisser la parole à Madame Safi Deruel qui va vous expliquer comment ça se passe exactement. On peut recevoir les demandes de différentes façons. Ça peut être par mail. On reçoit beaucoup de demandes par mail. Ça peut être par téléphone ou ça peut être par visite spontanée directement en service. Dès lors qu'on a donc cette première demande, on prend les coordonnées, on envoie un certain nombre de documents à nous fournir, puisque nous faisons partie de l'hôpital, l'établissement public de santé mentale. Donc il y a un certain nombre de documents à apporter voilà, pour que le dossier soit créé légalement, exactement. Très bien. Et que la prise en charge puisse être initiée. Et puis suite à ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'on a pris contact, un premier rendez-vous, il y aura le premier entretien infirmier d'accueil et d'orientation avec les infirmiers. Très bien.
on peut dire déjà où vous vous trouvez exactement, parce que vous avez dit qu'il y en a qui viennent aussi jusqu'à vous. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu où est-ce que vous êtes situé? Oui, bien sûr. Nous sommes aux Abîmes, impasse Léonel Bourguignon. C'est, comment dire, quand on arrive aux Abîmes, derrière les 5B, on continue par là. Il y a des panneaux qui nous indiquent, je ne saurais pas vous dire là, sinon je rentre dans des explications très longues, mais il y a des panneaux qui indiquent où nous trouver. C'est très bien indiqué, c'est à l'entrée des Abîmes, avant d'arriver au bourg, quand on vient de Pointe-à-Pitre. Et on peut géolocaliser. Ah oui, et quand on nous contacte... oui, merci. Vous voyez sur WhatsApp une géolocalisation et il nous trouve avec facilité. Et puis vous savez, ici, on peut dire, s'il y a quelque chose à proximité qui pourrait donner un petit peu une idée à celui qui nous regarde de où à peu près vous êtes, vous pouvez le dire, on n'est pas embêté par ça. Si, je sais pas, un hypermarché, un supermarché, je ne sais pas où, le stade, alors, ou je ne sais pas, moi, salle. Je vais me lancer, je ne sais pas, mais je veux dire, à l'entrée des Abîmes, il y a une place, il y a un carrefour à l'entrée des Abîmes. À gauche, je crois, c'est une clinique, la clinique de l'Espérance, il me semble. Et il y a tout à fait à droite, la première à droite, il y a une boulangerie en face qui s'appelle Histoire des Blés. Bon, je ne sais pas si on fait de la publicité, mais en tout cas, voilà, Histoire des Blés. Et donc, vous prenez cette route qui nous mène vers Boivin. Très bien. La route de Boivin, et c'est la première à droite. Très bien, très bien. Très bien. C'est une impasse. C'est une impasse. Impasse Léonel. Très bien. Très bien. Je pense que nombreuses sont les personnes ce soir à nous regarder. On peut leur dire aussi, il vous suffit d'aller sur Internet peut-être et de taper le nom de l'établissement et on trouve avec facilité aussi des explications pour arriver jusqu'à vous. On va marquer une toute petite pause parce que nous sommes déjà quasiment à la moitié de notre émission. Me croyez-vous? Non, c'est incroyable. Eh bien oui, parce que ça va très vite. Ouais, c'est vrai. Et on va revenir juste après parce que ce soir, nous devons aussi pointer du doigt un événement qui aura lieu ici en Guadeloupe le 20 octobre de 9h à 17h. Je ne pense pas me tromper. Et j'ai énormément de choses à vous demander par rapport à ce rendez-vous parce que nous devons informer toutes ces personnes qui nous regardent à savoir si il y a des conditions à remplir pour pouvoir participer. Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que c'est quelque chose pour les professionnels? Et comment allez-vous faire le relais après pour en parler au plus grand nombre? On va discuter de tout ça dans un court instant, juste après cette pause. Certains d'entre vous, vous prenez en cours cette émission Santé 10. Nous sommes à la moitié de notre émission. Nous parlons de la santé mentale ce soir. Pour vous en parler, des professionnels de santé, toute une équipe qui Emado GT. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une équipe mobile qui s'occupe de la santé mentale de nos adolescents. Je le dis à ma manière, Madame Montou, parce que c'est important de le rappeler. En ce moment, nombreuses sont les personnes de cet âge-là qui ont besoin de se faire accompagner, qui ont besoin d'être entourées. Et aujourd'hui, il existe un lieu, et il existe une équipe, il existe des professionnels de santé qui peuvent écouter et entendre et accompagner nos jeunes. Une équipe de santé, je souligne bien. Alors, ce soir, pour ceux qui prennent en cours l'émission, eh bien, dans cette équipe qui nous accompagne, on a Madame Safi Deruel, qui est infirmière, on a Monsieur Bastien Delac, qui est éducateur spécialisé, Madame Marinette Montou, qui est cadre de santé, et puis, bien entendu, Monsieur Stéphane Hélène, qui est psychologue. Encore merci à vous d'avoir fait le déplacement pour échanger avec nous sur cette thématique. Avant de parler
de ce qui va se passer le 20 octobre. J'aimerais juste revenir sur deux petites choses, parce qu'on nous demande en même temps, hein, nous sommes en Facebook Live et nous avons énormément de messages de personnes qui posent des questions, qui demandent. On a aussi dit qu'on pouvait joindre l'équipe par téléphone. Merci de donner le numéro. Pour l'adresse, personne n'est revenu dessus, donc l'explication était bonne. Et puis, on a parlé aussi d'email. Donc, si on peut donner aussi l'adresse email, ce serait bien. Donc, Madame Montou ou Monsieur... Voilà, Monsieur Delague. D'accord. Pour nous joindre, en fait, au numéro de téléphone, c'est le 06 90 05 32 72. Je répète, 05 32 72. C'est un portable. Et l'adresse mail, c'est emado.gt, emado.gt, @epsm-guadeloupe.fr. emado.gt, @epsm-guadeloupe.fr. Je vais demander à Jordan s'il peut écrire le numéro de téléphone, hein, que nos téléspectateurs puissent voir à l'écran le numéro. On a dit le 06 90 50 32 05 32 72. 05 32 72. Exactement. Voilà, 0690 05 32 72. Parfait. On va aussi l'écrire. Pour certaines personnes, c'est plus évident quand ils ont le numéro comme ça qui s'affiche à l'antenne. On a parlé tout à l'heure des scolaires, on a parlé des différents établissements. Est-ce que vous pouvez revenir sur ma toute première question? On se demandait si un parent qui regarde l'émission avait le droit de rentrer en contact avec vous. Par qui doit passer cette personne? Qu'est-ce que cette personne, ce parent, doit faire et comment doit-il le faire? Alors, effectivement, le parent peut nous appeler donc au numéro qui s'est affiché et qui s'affiche sur l'écran. À ce moment-là, on peut lui donner des renseignements. D'accord? Et puis aussi, je dis tout à l'heure que le jeune peut aussi nous appeler. D'accord? Après, effectivement, une fois qu'on a reçu l'appel, on va échanger en fonction de la problématique qui nous est exposée. Et à ce moment-là, on peut prendre rendez-vous pour rencontrer le parent avec l'enfant. Et évidemment, il y a un certain nombre de documents qu'il faut fournir parce que nous sommes un établissement public de santé mentale. Donc, il y a aussi des procédures qu'on doit respecter. Et donc, on doit avoir toute l'identité de l'enfant et aussi de ses parents ou du représentant légal de cet enfant. Donc, à partir de là, on va échanger, d'accord? On va avoir ce qu'on appelle une synthèse en équipe avec Dr Blum, qui est notre médecin responsable de l'EMADO. Et à ce moment-là, une décision sera prise pour pouvoir prendre en charge cet enfant ou cette famille, puisqu'on a parlé du système qui est autour de cet enfant-là. Et à partir de ce moment, l'équipe pourra, donc les infirmières en majorité, pourra à ce moment-là rentrer en contact, prendre rendez-vous. Et aussi, comme les adolescents sont difficiles, c'est pas évident de rentrer en contact avec eux, eh bien, nous, on a voté pour pouvoir, pour les rencontrer par le biais d'activités thérapeutiques. Très bien. Et ces activités thérapeutiques que nous proposons en fonction de chaque enfant permet à l'enfant de pouvoir s'exprimer à travers n'importe quel média. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai, on s'aperçoit que les enfants, comme ils ne discutent pas, il faut vraiment, comme on dit, leur tirer les verres du nez. Donc à ce moment-là, à travers le média, on peut l'observer, on peut l'écouter et on peut l'accompagner et la famille. Alors, j'ai compris, nous avons compris que ça fonctionnait au cas par cas. Hein. Chaque personne a une manière d'être accompagnée, vous avez une manière de fonctionner. Mais là, vous pouvez nous donner quelques exemples sur comment vous faites par ces différentes activités pour encore rassurer plus ceux qui nous regardent et leur donner encore plus envie d'y aller, de ne pas avoir peur d'y aller. Absolument. Alors, effectivement, nous avons quelques médias. Donc, alors, je vous le cite, mais on va vous expliquer. Je laisserai le soin à M. Delague-Bastien de vous expliquer. Donc, nous avons un atelier qui s'appelle Estime de soi.
Très bien. un atelier théâtre, on a un atelier bouger c'est santé, et on a aussi l'atelier l'image de soi. C'est important, l'image de soi. Et à travers ces ateliers, effectivement, on peut observer des enfants. Donc, si vous voulez qu'on vous explique ou qu'on vous donne un petit peu plus de détails, je vais laisser M. Delague vous expliquer l'atelier, comment ça se passe. Parce que, Monsieur Delague, pourquoi je pose cette question? Parce que quand on parle d'activité et qu'on parle d'atelier, forcément, on a l'impression qu'il faut qu'on soit forcément en groupe, qu'il y ait plusieurs personnes. Et donc ça peut pour certains être un frein. Alors que pas forcément. On peut très bien être avec l'éducateur spécialisé ou avec des professionnels et pas forcément du monde et fonctionner aussi comme ça. Donc c'est un petit peu pour ça que je posais la question. Ça permet de rassurer peut-être certains qui ont envie de venir et d'en parler, mais qui n'ont pas forcément envie de partager avec d'autres personnes. Je veux juste, avant que M. Delague parle plus des ateliers, pour répondre à ce que vous venez de dire, lors du premier entretien, l'infirmier, en fait, arrive un petit peu à jauger la difficulté de l'enfant. Si il estime que ça peut être trop difficile pour lui, dans un premier temps, d'être accueilli dans des ateliers avec différents jeunes, on ne va pas tout de suite l'y intégrer. Voilà. On va prendre le temps avec lui. Il verra d'abord, si nécessaire, le psychologue. Il prendra le temps aussi de voir l'éducateur en entretien ou même les infirmiers, puisqu'on fait de la relation d'aide également, avant même de le plonger directement dans un groupe où on sait que s'il souffre d'anxiété sociale, ça va être compliqué pour lui, par exemple. Donc, ça y est, il y a eu une partie de la réponse, puisque j'ai bien compris que c'était un groupe et pas... c'était un groupe de personnes et donc pas forcément des ateliers qui permettraient à quelqu'un en difficulté de s'exprimer seul face à l'autre. Effectivement, on parle d'ateliers, d'activités, donc forcément, il y a un groupe de personnes, il y a plusieurs personnes. Mais à partir de ce moment-là, M. Delague, comment ça se passe? Alors pour les activités, comme Madame Montout les a citées, on a plusieurs types d'activités. Donc estime de soi, image de soi, ludothérapie, bouger ses santé. Oui, c'est tout. Et médiation artistique, effectivement. Donc en fonction des différents profils et des différentes problématiques des enfants qui ont été observés, on les invite, on constitue les groupes justement en fonction de leur profil, en fonction de leurs compétences qu'on a pu observer, de ce qu'on peut essayer aussi de développer avec eux. Et même si pour certains, ils ont effectivement cette anxiété sociale, le fait d'être dans un environnement un peu plus contrôlé, avec un groupe de personnes... un peu de leur âge. Un peu de leur âge, effectivement. Ils ne sont pas dans une classe de 30, ils sont grand maximum 10. Très bien. 10, 12, oui, voilà. Mais sinon, c'est vraiment des groupes restreints. Donc, ils sont un peu plus en confiance. Et en fait, le fait aussi de se retrouver avec leurs pairs qui ont les mêmes problématiques qu'eux peut leur permettre aussi de s'exprimer entre eux, d'échanger entre eux. Chose qu'ils n'oseraient pas forcément faire en public, chose qu'ils n'oseraient pas forcément faire dans leur établissement scolaire. Mais le fait de se retrouver dans ce petit environnement, à l'IMADO, où ils connaissent l'équipe, où ils se sentent bien, ça peut aussi leur permettre de s'exprimer. Et nous, de notre côté, en tant que professionnels, ça nous permet aussi d'observer leurs interactions entre eux, leurs interactions avec les adultes, et parfois de pouvoir ensuite mettre en place des projets, des activités pour pouvoir les aider à se sentir mieux. Quand vous avez un jeune que vous suivez, que vous accompagnez, ça peut durer jusqu'à combien de temps? Alors, oui, la prise en charge, c'est 3 mois. Vous allez me dire, c'est très court, c'est etc. très court, mais ça peut être renouvelé selon les problématiques. Et ce sont des enfants qui de 11 ans jusqu'à 18 ans. Quoi. Très bien. S'il a 17 ans, ou 18 ans, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire, s'il a un peu plus de 18 ans et quelques mois, s'il y a une réelle problématique, on va s'occuper de l'enfant. Mais je tenais à dire surtout que nous aussi, d'accord, on a ces groupes à l'IMADO, mais on est aussi équipe mobile. Et souvent, on sort.
Parce que l'enfant, parfois, ne veut pas venir. Ne veut pas venir, ah non, je ne veux pas venir, etc. Donc il faut aller jusqu'à lui. On va vers lui. On est la Gardère, quoi. Si tu ne viens pas à nous, on ira à toi. Oui, absolument. Alors donc, on va chez lui, voilà, on essaye d'apaiser justement cette crise pour le ramener peut-être à mieux communiquer avec ses parents, mieux communiquer avec son entourage. Et nos différents partenaires, ils nous arrivent pas seulement chez les parents, à domicile, mais nos partenaires aussi, c'est l'école. L'école. Et puis le gros des troupes de 11, je veux dire, alors 11, 15 ans, à 14 ans, c'est quoi? C'est le collège. Souvent, on est présent dans les collèges, on va vers eux, ce sont nos partenaires, et on a différents partenaires, et on pourrait les citer, je ne sais pas. Vous pouvez, Mme de Roel, par exemple, nos différents partenaires, ça peut être l'ASE, ça peut être voilà, la maison des adolescents, les CMP aussi. La maison de l'enfance, oui, nos partenaires privilégiés, ce sont les CMP. Oui. Ouais, les CMP. C'est-à-dire, par exemple, alors les CMP, qu'est-ce que c'est? C'est les centres médico-psychologiques et qui prennent aussi en charge les adolescents. Il y a aussi les adultes, mais nous, on travaille en pédopsychiatrie, donc on s'occupe plutôt des enfants et, voilà, et surtout des adolescents. Donc, ils s'occupent aussi des adolescents. Mais à une différence, nous, ce sont nos partenaires. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire appel à nous. Imaginez, on prend un exemple pour être concret. Un ado, ils ont un problème avec un ado dans un CMP. L'ado ne vient plus prendre son traitement, ou je ne sais pas, il a des difficultés avec ses parents. Et avec le CMP, c'est difficile de le cadrer, etc. Il ne vient plus, il y a une rupture de soins. Eh bien, le CMP peut faire appel à nous. Et nous, ce sont nos partenaires, on discute, on voit ce qu'on peut faire. C'est vraiment des actions centrées sur des solutions. On essaie de trouver une solution et pour ramener cet ado vers des dispositifs de soins classiques. Et c'est pour ça que ça explique que la prise en charge n'est pas trop longue, quoi. C'est 3 mois, ça peut être renouvelé, mais c'est surtout ramener l'adolescent justement dans les dispositifs de soins classiques. Et s'il est en décrochage, par exemple scolaire, s'il y a des problèmes, il ne va plus à l'école, il y a de nombreuses absences, ça fait plus de 2 mois qu'on ne le voit plus à l'école, etc. Bon, l'éducation nationale aussi sont nos partenaires, ils peuvent nous appeler, ou la famille peut nous appeler, pour voir qui retourne à l'école, voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc nous, on travaille avec différents partenaires, des gens qui travaillent autour de l'adolescence. Alors on a Marie-Cécile de Capesterre-Bello qui nous dit que... quand on fait la démarche, on demande tellement de choses, tellement de papiers qu'on baisse les bras parfois. Ah. Elle a menti? C'est dommage que notre secrétaire, parce qu'on a une secrétaire vraiment performante. Je pense qu'il y a des papiers. Pourquoi? Alors, il y a aussi notre référent, il y a un autre infirmier, notre collègue Nicolas, justement, qui est plutôt axé sur les choses un peu juridiques. Quoi. Pourquoi? Parce que c'est très délicat. C'est très délicat. Attention, quand les parents ne s'entendent pas, et nous, on travaille toujours, et Mme Montou pourra me le dire, je parle sous son contrôle, parce que Mme Montou s'y connaît aussi, par rapport au droit, il faut des autorisations parentales. Okay? L'autorisation parentale, non seulement de la maman, mais aussi du papa. Okay? Et parfois, la maman dit « Ah ouais, mais je ne connais pas le père, moi, il ne s'occupe pas de l'enfant, etc. Moi, je vous donne une autorisation. » Mais sauf que l'enfant porte le nom du père. Donc, vous voyez, c'est très, très délicat. C'est ça. On dépend de l'hôpital. Hein. On l'a dit, redit, c'est l'établissement public de santé mentale. Donc, les papiers qu'on demande, c'est la carte d'identité de l'enfant, des parents, l'attestation de sécurité sociale, le justificatif de domicile récent, et puis deux documents à remplir légaux, donc effectivement l'autorisation parentale et un autre document où dans tout type d'administration on fait remplir des documents, ça pose en général aucun problème. Donc. Et puis ça, ce n'est pour embêter personne, hein. C'est la loi, c'est comme ça, voilà quoi, il vous faut être dans la légalité, et puis c'est censé aussi protéger celui qui vient aussi, hein. Ça va dans les deux sens. Tout à fait. Il ne faut pas oublier, excusez-moi, que ce sont quand même des mineurs. Mineurs, donc il faut leur représentant légal, donc parents, et il faut l'autorisation parentale pour pouvoir prendre en charge cet enfant. Parce qu'on ne peut pas prendre en charge l'enfant, comme je vous disais, même si l'enfant venait seul parce qu'il n'a pas envie,
mais nous, on doit l'aider à faire la démarche et l'aider à faire la démarche pour qu'il puisse en parler à ses parents, parce que pour qu'on puisse le prendre en charge, il nous faut des documents qui justifient de son identité. Ça s'appelle l'identito-vigilance. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je voulais juste qu'on parle un petit peu du 20 octobre. Il va se passer quelque chose de précis ici en Guadeloupe de 9h à 17h. Pourquoi je précise depuis tout à l'heure ici en Guadeloupe? Parce que ça va se passer... Dans un endroit symbolique déjà. Voilà. Alors, je pense que vous allez mieux expliquer à tous ceux et celles qui nous regardent de quoi il s'agit déjà. C'est quoi cette opération? C'est quoi l'événement? Comment ça va se passer? Donc, à qui je donne la parole? Je sais que vous maîtrisez tous les quatre le sujet. Alors, oui, absolument. Il y a un congrès international caribéen de la santé mentale qui aura lieu vendredi prochain, vendredi 20 octobre, au Memorial Act. Alors, pourquoi ce congrès? Ce congrès, lève en tout cas un paradoxe, je veux dire. Un paradoxe, c'est quoi le paradoxe? C'est on a des voisins qui sont proches, mais on a l'impression qu'on ne les connaît pas trop bien, quoi. On a l'impression qu'on connaît mieux le lointain, quoi. Et en fait, l'idée, c'est rapprocher les professionnels de la santé mentale. Donc, il y aura des intervenants qui vont venir de différents pays. Je crois que j'ai compté à peu près 8 pays et 4 départements d'outre-mer, nos départements. Il y aura de Cuba, Haïti, Puerto Rico, de la République dominicaine, Barbade, Trinidad et Tobago. Voilà, il y aura des intervenants qui vont venir parler de leur expérience, de leur pratique. Il y aura des psychologues, il y aura des psychiatres. Voilà, tous ces gens vont venir donner leur point de vue, comment ça se passe dans leur pays. Je prends un exemple. Il y a un collègue psychologue qui s'appelle Jeff Cadichon, Matterson, d'Haïti. Et ben lui, il est psychologue et il va parler, par exemple, de la Covid. Mais pas seulement du Covid en Haïti, mais ça va plus loin. Il y a les aspects sociaux aussi. Pourquoi? Parce que l'aspect social aussi a un impact sur la population. On sait qu'en Haïti, en ce moment, ça va pas très bien au niveau politique. Il y a des kidnappings, il y a beaucoup de délinquance. Tout ça aussi, il va nous parler de ça. Ça a un impact aussi sur la santé mentale des adolescents ou des adultes aussi venant d'Haïti. D'autres vont nous parler justement à Puerto Rico, les aspects aussi du Covid, de comment ça s'est passé chez eux, aussi de catastrophes naturelles, parce que ça aussi, ça à prendre en compte dans la santé mentale. Voilà, la santé mentale, c'est quelque chose... Bien sûr, on est un établissement public de santé mentale, mais c'est pas seulement de la psychiatrie. Santé mentale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de plus large, quoi. C'est-à-dire par rapport, comme en substance, reprendre la définition de la santé mentale de l'OMS, ça fait écho à un bien-être. Et le bien-être, c'est quoi? C'est avoir un bien-être mental qui nous permet d'affronter le stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre, de bien travailler, de contribuer à une vie qui, avec sa vie, les interactions sociales avec sa communauté. Donc, être bien au travail aussi, ça fait partie de la santé mentale. Donc, tous ces aspects seront vus peut-être avec ce qui est vraiment unique, je crois, aussi, pour nous rapprocher, mieux connaître nos voisins, comment ils travaillent, comment ils interagissent, quelles sont leurs pratiques. Et je crois que ça va être très, très, très intéressant. Donc, on comprend bien que c'est une rencontre entre professionnels, entre professionnels, et ce n'est pas ouvert à l'ensemble. Alors, on voit un petit peu l'affiche qui en télé. Merci absolument à Jordan, à la réalisation ce soir. Donc, nous avons bien compris que ce rendez-vous du 20 octobre, c'était pour les professionnels de santé. Ça va être un échange, une discussion, un partage entre vous. En quoi ça va servir le plus grand nombre? Comme notre émission santé, c'est quand même pour tous ceux et celles qui nous regardent. Donc, comment eux
ils vont y trouver, ils peuvent trouver leur compte? Est-ce que ils ont la possibilité, peut-être maintenant, on a tellement, techniquement, il y a tellement de moyens, est-ce qu'on peut suivre peut-être, est-ce que ce sera en Facebook Live et qu'on peut suivre aussi sur les réseaux? C'est une question, hein, ou est-ce que ça reste vraiment entre professionnels et ensuite, eh ben, vous, professionnels, vous vous enrichissez de cela pour pouvoir encore mieux accompagner les adolescents? Absolument. Bon, Bastien, tu pourras répondre aussi à ça, par rapport à ça. Je crois qu'on envisage peut-être d'enregistrer. Alors, c'est fermé. Voilà, là, on a arrêté les inscriptions, je crois. Victime de notre succès. Voilà. Parce que le MACT, bon, là, les places ne sont pas infinies. Il y avait 275 places, je crois. Ouais. 275. Et là, on est pratiquement complet. On a même dépassé l'effectif. Je crois qu'on envisage peut-être une télévision, une retransmission. C'est-à-dire que, alors, normalement, il y aura une retransmission de l'événement, de l'échange, qui sera disponible sur le site du congrès. Après. Très bien, après. Wow, D'accord, ouais. d'accord. Vous savez à peu près à partir de quand? C'est juste question de donner l'information aux téléspectateurs, ou alors vous nous ferez parvenir cette information quand vous l'aurez, et on se fera un plaisir, nous, ici à Canal 10, de passer le message. Absolument. Je tenais à dire quand même, à l'initiative de ce congrès, il y a quand même notre directrice de l'EPSM, l'établissement public de santé mentale, qui est Madame Ida Gigaï. Okay, et c'est fait en collaboration avec le Rotary Club, qui est une association caritative, voilà, qui œuvre pas mal dans tout ce qui est rapprochement des peuples, des valeurs, etc. Je crois qu'ils ont pas mal d'actions, par exemple pour la drépanocytose, ces choses-là. Ils rassemblent des fonds, hein, ils soutiennent des projets, donc ils sont assez actifs dans le domaine caritatif. Et ils sont vraiment, vraiment actifs quand on parle de santé. Ouais, et ça, voilà, quoi, ça nous touche particulièrement. On va faire un petit tour, un petit tour de table, parce que je n'aimerais rien oublier. Si vous avez quelque chose que vous voulez souligner, vous pouvez. Je vais commencer avec Monsieur Delac. Déjà, merci pour cet accueil, merci de nous donner cette visibilité, de pouvoir parler de notre travail et de valoriser l'importance de la bonne santé mentale, parce qu'on a tendance à oublier qu'un humain, c'est un corps et un esprit. Et autant on va chez le médecin facilement pour un boubou, mais on oublie de soigner les boubous qu'on a dans la tête. Et merci encore pour cette plateforme. Merci à vous, Monsieur Delac, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager avec nous ce soir. Madame Montou, cadre de santé. Oui. Donc je voulais juste rappeler, effectivement, on a parlé que c'est un congrès qui est fermé. Donc le public, ce sont effectivement les professionnels de santé, de l'éducation, du social, de l'enfance et de l'adolescence, associations, usagers, familles et les élus locaux qui sont donc invités. Mais ce sera retransmis plus tard. C'est très bien d'avoir souligné. C'est très, très, très important. Merci à vous, Madame Montou. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre plateau. Vous revenez quand vous voulez. Très bien. Eh bien, à très bientôt. Par contre, quand vous revenez, j'ai une petite requête. D'accord. Quand vous revenez, j'aurais aimé que vous puissiez revenir avec une personne de votre équipe qui s'appelle Madame Hachi Gladys, qui est infirmière. Ah oui, bien Alors, sûr. si vous me promettez de revenir avec elle, vous venez quand vous voulez. D'accord. On viendra donc avec Gladys. Vous allez la saluer de ma part. Absolument. Merci beaucoup, Madame Zamarelle. Merci à vous. Eh bien, Madame Deruel. Oui, si je peux finir par une phrase, c'est de dire que notre priorité, ce sont les jeunes. Donc n'ayez pas peur de venir, de frapper à la porte via mail, téléphone, peu importe, même si on doit se déplacer chez vous. Souvent, les parents nous appellent un petit peu dépourvus. Hein, donc là, vraiment, gardez en tête que vous êtes notre priorité. Voilà. C'est beau ce que vous dites. C'est vrai, mais c'est beau aussi. On a besoin de l'entendre parfois.
Merci beaucoup, Je vous en prie. Madame de Ruel, infirmière de cette équipe Emado GT. Et bien entendu, un petit mot avec Monsieur Hélène, psychologue. Ben, je vous dirais que c'est formidable. Je suis très très content, je suis très, très touché d'avoir participé à cette émission. Pourquoi ? Parce que c'est une émission qui contribue à dire des choses tabous, la santé mentale. Quand on entend psy, on entend toujours il n'est pas bien dans sa tête, il est fou, etc. Il y a plein de préjugés, plein de stéréotypes. Et pourtant, on a un psychisme. Tout le monde est porteur d'un psychisme, d'un appareil psychique. Et le fait d'en parler, je trouve que ça déstigmatise quelque part. Ça banalise les choses. Ouais, on peut en parler. On peut en parler de cette santé mentale. Souvent, mais les choses s'améliorent. Souvent, c'est connoté comme quelque chose de mauvais, où on en a peur, etc. Mais le fait d'en parler, moi, je trouve ça permet d'échanger, ça permet de lever tous les tabous par rapport à ça. Et merci pour ça. Et de le faire avec beaucoup plus, je ne sais pas si c'est le mot, mais avec beaucoup plus de légèreté. Absolument. Voilà. Non, je suis d'accord. Merci à vous. Merci à vous quatre d'être venus. Monsieur Hélène m'a dit, Brigitte, je te fais confiance. C'est vrai. Alors, par un message, parce que nous on dit tout, hein. Ici il n'y a pas de secret. Hein. C'est vrai. Santé 10, pas de secret. Hein. Parce que je dois vous dire, chers téléspectateurs, que le jeudi, nous aussi nous sommes entre guillemets, sans prétention aucune, victime de notre succès. Et donc, on avait 3 propositions de thématiques pour ce jeudi. On avait commencé à travailler avec le docteur Lawson, qu'on salue, qui a eu un souci de dernière minute. On avait 2 autres émissions pour remplacer. Donc, il a fallu que la responsable, Madame Lisa Rodriguez, fasse un choix qui était difficile pour elle et qu'elle n'a pu faire que hier soir très tard. Et donc, ce matin, je dis, oui, mais monsieur Hélène, moi, j'ai pas l'habitude de travailler comme ça, mes trucs sont préparés bien avant. Et il a répondu, Madame Zabarel, je vous fais confiance. Je n'ai pas menti, elle a dit, je vous fais confiance. C'est la vérité absolue. Non, c'est vrai. Et puis à un moment, je lui dis, vous m'avez envoyé un document, il n'y a rien dedans pour une émission, il n'y a que des dates, moi je comprends. Madame Zabarel, je vous fais confiance. J'ai eu raison. On a passé un très bon moment. On a informé nos téléspectateurs, puisque tel est notre objectif chaque jeudi, c'est de parler de santé en toute simplicité et de pouvoir renseigner le plus grand nombre. Et je pense que ce soir, cette thématique qui est parfois une thématique qu'on doit pointer du doigt en faisant très attention. Je pense qu'on a, comme on dirait en langage familier, on a fait le job ce soir. Je pense qu'on a informé nos téléspectateurs. Je vous dis encore merci. Je vous souhaite bon travail pour le 20 octobre. On attend que vous puissiez nous donner l'information pour qu'on puisse informer nos téléspectateurs à quel moment ils vont pouvoir aller sur les réseaux de votre côté pour pouvoir visionner toutes les images que vous allez prendre pour nous. On vous dit encore merci. Merci à Jordan à la réalisation de cette émission ce soir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, 21h. Nous allons parler du canal carpien. Vous avez été nombreux à vous rapprocher de notre côté pour nous dire il y a eu une première émission il y a déjà quelques années, mais on voudrait aller plus loin sur cette problématique du canal carpien. Eh bien, on vous propose d'en parler jeudi prochain avec le professeur Dumontier. Et il y aura aussi le docteur Max Fontès, des témoignages, enfin un plateau pour vous avec des professionnels de santé pour répondre à certaines de vos interrogations comme à l'accoutumée. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous jeudi prochain.